où vous avez des groupes physiquement oppressants composés exclusivement d'hommes, il n'y a pas de femmes, qui portent des tenues ou des barbes quand même proches de l'islam radical et qui ont qui irradient, je ne peux pas dire autrement, la haine de ceux qui viennent de l'islam. C'est extrêmement inquiétant. Nous allons avoir à Saint-Denis un laboratoire qui va être intéressant à suivre sur ce que c'est que le LFI au pouvoir. Je pense que sans doute fallait-il que ça arrive. Je plains les habitants de Saint-Denis, donc il faut savoir que seuls 10% ont été votés. Mais au moins, on va peut-être pouvoir se rendre compte de ce que c'est vraiment que la France insoumise, parce que au moins il faut dire les choses. Et je crois que l'un des grands défis des mois et des années à venir, c'est que pour la première fois dans l'histoire de France contemporaine, en tout cas depuis que moi je suis la politique, j'ai 57 ans, puis pour la première fois, on a un parti qui a des élus locaux et nationaux, qui est un parti qui est au service d'intérêts étrangers et qui joue le chaos en France. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et vous estimez qu'il joue cette ambition-là dans les villes et en France? Oui, je trouve que oui. Je pense qu'il joue deux cartes. Il joue sur un malentendu une victoire nationale, parce qu'après tout, c'est quand même par les urnes que c'est tout simple, mais il joue aussi une préparation pour être prêt en cas de chaos, sachant que le chaos peut venir de multiples horizons, dont un que je pose là sur la table, et puis vous posez la question si vous voulez, qui est que sur toutes les fractures françaises qui existent aujourd'hui, et dont je parle dans mon livre, toutes ces fractures sont évidemment d'autant plus, nous exposent d'autant plus qu'elles sont susceptibles, dans un environnement international extrêmement compliqué, d'être exploitées par des pays qui sont des pays qui nous ont désignés comme leur ennemi et qui peuvent avoir intérêt à nous affaiblir à l'intérieur pour que nous ne puissions pas agir à l'extérieur. Vous évoquez ici à l'instant le laboratoire de Saint-Denis, mais quid des autres partis politiques? Parce que bon, j'allais vous poser la question avant que vous évoquiez LFI, à qui en voulez-vous le plus? Il s'est quand même produit pendant 30 à 40 ans. La réalité, c'est que les partis politiques ont été au pouvoir de droite et pas que de gauche, et qui était censé quand même prendre des mesures autour des valeurs républicaines, autour de l'autorité. Ils ont été aussi en deçà, cela, de vos attentes et des ambitions? Votre question, c'est la question la plus importante. Et la réponse est évidemment oui. J'en reviens, c'est pas tellement ce que je pense qui est important, c'est ce que je constate. Et je reviens à mes 2 années de Tour de France, qui continue, c'est pareil, cet après-midi. Comme disent les gens, les gens qui viennent me voir ont un prisme de sensibilité électorale qui va du centre-gauche jusqu'au RN. Mais beaucoup plus de centristes et de gens de gauche républicaine que ce que je pourrais penser. Et pour le coup, les gens qui sont de sensibilité de droite me disent qu'ils n'ont plus confiance dans les partis de droite traditionnels parce que les partis de droite traditionnels, ce sont des mots que j'entends beaucoup, donc je les répète, les ont trahis. Et que donc, quand aujourd'hui, telle ou telle figure nationale politique proche d'un parti de droite vient tenir des propos un peu martiaux en disant en gros ce que je dis là, sa légitimité, ou plutôt l'idée qu'arrivé au pouvoir, il ou elle pourrait mettre en œuvre ce qu'il dit, est remise en question par un électorat qui constate décennie après décennie que les gens de droite sont élus sur des programmes qu'ensuite ils n'ont. Donc quand Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, dit quand on casse, on répare, quand on vole, tout ça, personne n'y croit, tout ça. En particulier, cet ancien Premier ministre-là, je pense qu'il est sans doute sincère quand il le dit. Mais moi, je vais vous dire aussi autre chose qui est sans doute un peu cruel, mais je pense que pour faire de la politique à un niveau national et pour être en capacité de faire vraiment bouger les lignes et d'imposer sa volonté à un système qui est sclérosé, à un deep state, c'est-à-dire un état profond qui joue aussi, une responsabilité dans l'immobilisme de ces dernières décennies. Je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience de vie et que quand on a 30 ans et qu'on n'a jamais travaillé, on sait que c'est difficile. À quel moment de l'histoire vous identifiez la bascule du laisser-aller, du laxisme, en tout cas, de discours
comme vous le disiez, on va régler la situation, et évidemment tous les moyens sont accordés pour lutter contre la délinquance, et vous constatez que réellement, en fait, c'était a priori de l'affichage. Alors, pour moi, il y a un tournant en 2 temps, mais qui se situe dans la même décennie. C'est d'une part les années Giscard d'Estaing, où la France est extrêmement prospère, où des décisions industrielles, notamment en matière nucléaire, formidables sont prises, qui assurent notre souveraineté, y compris encore aujourd'hui, et où, pour des raisons dans l'analyse desquelles ça nous prendrait trop de temps de rentrer, mais qui sont super intéressantes, on fait appel à une immigration qui est une immigration extra-européenne, sans se rendre compte, ou en ne voulant pas se rendre compte, de la complication culturelle que va avoir l'arrivée d'une population très différente de celle qui est d'origine européenne et dont les racines culturelles sont très différentes. Et donc il y a une espèce d'angélisme sur le fait de ne pas voir le problème sous-jacent dont il était inévitable qu'il arrive. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, parce que pour moi c'est indissociable, c'est une manœuvre politique dont on ne dira jamais à quel point elle a fait du mal au pays, qui a été la manœuvre de François Mitterrand de jouer le jeu de la diabolisation des programmes de droite pour tenter de fasciser la droite, notamment autour de l'élection de 1986, pour ceux qui s'en souviennent. Et du coup, on a eu, la droite n'a pas vu le piège, et on a eu depuis, donc fin des années 80, début des années 90, des politiques de droite qui, devant la montée de l'accusation est-fascisme, n'ont pas su empêcher que cette accusation absurde prenne tout le champ du débat public, et du coup n'ont pas arrêté de s'excuser d'être de droite. Quand je vois le programme qui est mis en place par le Premier ministre suédois, les social-démocrates, donc de gauche, avec des mesures sur l'immigration qui, si je vous les disais là, vous seriez sidérés, parce qu'il n'y a pas un parti en France, RN compris, qui oserait faire la moitié de ce que fait la gauche suédoise. Et il y a une gauche très politique quand même, s'est installée. Le problème, c'est qu'on n'a pas plus 40 ans. C'est que le problème, c'est que dans le discours, aujourd'hui, quand vous expliquez, quand vous commencez à parler aujourd'hui, si vous dites la phrase, on va faire un test. Je vous dis quelque chose qui pourrait m'emmener en correctionnel. Je vous le dis. Moi, je fais un lien entre l'immigration et la délinquance. Pourquoi? Parce qu'il y a des statistiques. Vous les développez, peu importe. J'affirme qu'il y a des statistiques, elles sont dans mon... Elles sont remises en question par Non, on peut les remettre en question pour des questions morales, pour des questions qu'on veut. Mais il y a un lien, je vous donne un chiffre qui tue le match, c'est qu'il y a 10% d'étrangers en France et il y a 26% d'étrangers en prison. Donc de ce seul fait, il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Sur les solutions, là encore, éducation, etc. Mais sur le constat. Le simple fait que des gens aient été poursuivis pour dire le réel, ça a eu comme conséquence que des gens ont cru que ce réel n'existait pas et que les gens qui continuent à voir ce réel se sont mis à craindre de le dire. Que voulez-vous que le peuple qui lui vit, qui a des yeux pour voir, qui vit, qui se promène dans la rue, qui voit, etc., quand il voit un débat public à ce niveau, qu'est-ce que vous voulez qu'il pense? Ça décrédibilise complètement les personnalités, les institutions qui privent le débat du diagnostic. C'est comme si vous alliez chez le médecin parce que vous avez un symptôme très grave et qu'on n'a pas le droit de dire le mot tumeur. Alors on dit, comme j'ai pas le droit de dire que vous avez une tumeur, vous avez un rhume, je vais vous donner du Doliprane et vous devrez aller faire des rayons très vite. Et ça ne va pas vous guérir. Et pourtant, vous ne pouvez pas généraliser et faire le lien en permanence sur tous les sujets immigration et délinquance. Non, pardon, mais on ne peut pas faire ça globalement. En tout cas, il n'y a pas que ces origines-là qui expliquent les chiffres de l'insécurité. Bien sûr. Alors, non, mais, c'est-à-dire que structurellement non, mais conjoncturellement depuis 10-15 ans, c'est de plus en plus vrai chaque jour. Donc aujourd'hui, par exemple, restons sur l'immigration, qui est un sujet extrêmement intéressant. Je pense que les politiques de droite et de gauche se trompent sur la manière de traiter le sujet, précisément à cause de ce qu'on dit. C'est-à-dire que, vous voyez, même laquelle c'est pas vous, est-ce qu'il y a une personne non, mais vous dites tout de suite, ah mais on ne peut pas, etc. Donc il y a tout de suite une logique défensive. Et après... Ou de vous challenger, oui, vous voyez. J'avais bien compris, mais justement, je veux vous du challenge, car je ne suis pas homme à les refuser. Je le sais bien. C'est que quand Bruno Retailleau, quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie sur le plan personnel, comme ministre de l'Intérieur, dit l'immigration n'est pas une chance pour la France. Je lui dis,
je dis, Bruno, tu commets une erreur de méthode, qui est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que ce faisant, il répond au fameux slogan il y a 30 ans, l'immigration est une chance pour la France, qui était tout aussi stupide. Pourquoi? Parce que ce sont des slogans à l'émotion. C'est-à-dire qu'on va tous réagir avec nos tripes. Mais ce qu'il faut dire, me semble-t-il, c'est que la question migratoire, c'est une question absolument essentielle de souveraineté. Quand vous allez dans un pays anglo-saxon, Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Canada, et que vous parlez d'immigration, vous avez des gens qui regardent cliniquement le problème et qui disent, bah là, nous avons un besoin, il y a un besoin, c'est comme l'énergie, c'est comme les transports, il y a des besoins, mais il n'y a pas de droit à entrer en France. Il n'y a pas à être sympa. C'est pas la question d'être sympa. C'est pas bien ou mal. Il faut, avons-nous des besoins. Et on régule. Et là où par contre c'est essentiel, c'est qu'il faut que les gens dont nous estimons que nous en avons besoin soient bien traités. Mais pour qu'ils soient bien traités, ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils soient dans un nombre suffisamment maîtrisable pour que nous puissions socialement, dans les logements, dans la santé, dans l'éducation, les traiter correctement. Vous voyez? Donc c'est vertueux, y compris pour les étrangers. Et c'est tout aussi irresponsable parfois d'expliquer sur les plateaux de télé, pour certains dirigeants politiques, qu'on va tout fermer, que les frontières vont être fermées et qu'on n'accueillera plus personne parce que ce n'est pas la réalité. Mélanie l'a eu dit en Italie, et pour autant, elle a fait venir une immigration de travail parce que c'était nécessaire. Mais la question de la fermeture à 100%, pour moi, est tout aussi idiote que de dire on laisse ouvert sans se poser de questions. Il faut juste avoir la conscience d'une chose, c'est que l'État-providence, auquel les Français sont légitimement attachés, parce qu'ils n'ont connu que ça, tous ceux qui sont dans la salle n'ont connu que ça, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut plus marcher, qui ne peut pas marcher s'il n'y a pas des limites. Parce qu'à un moment, le financement, évidemment, ça n'est pas possible. Donc, il faut, et votre question, et là encore une bonne question, c'est qu'il faut être capable de trouver un moyen de se dire, sur par exemple les 3, 4, 5 ans qui viennent, en fonction d'un certain nombre de critères objectifs, de quelle immigration avons-nous besoin, de quel type d'immigration avons-nous besoin. Et sur le travail, je vais faire une réponse sur un chiffre que vous connaissez, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et pour le coup, dans le débat public, il y a une manipulation. On dit, beaucoup de gens disent, ah mais en France, on ne s'en sortirait pas sans les immigrés pour travailler. Mais vous savez que le nombre de visas de travail de l'immigration chaque année, c'est 14%. Donc ça veut dire que tout le reste de l'immigration, c'est une immigration de gens qui ne travaillent pas. Donc c'est quand même super intéressant. Et le deuxième chiffre à mettre en perspective, c'est que les étrangers en France sont 2 fois plus au chômage que les Français. Donc ça peut peut-être aussi nous interroger sur une autre chose, et qui est un sujet que j'ai moi découvert. Je vous le confesse, je n'avais pas perçu l'importance de ce que je vais vous dire jusqu'à ce que je tourne partout en France, parce que c'est à un endroit, un jour, un chef d'entreprise qui m'a pris dans un coin et qui me l'a expliqué. Du coup, je me suis intéressé et j'ai réalisé, c'est qu'il y a en France une fraction de population de gens qui sont français, de quelle origine ils sont, mais c'est français, qui sont à ce point désocialisés qu'ils ne sont plus employables. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les codes de la vie en société au sens de la base, c'est-à-dire se lever le matin, se laver, aller manger, et donc avoir les acquis minimum de vie en société pour ensuite pouvoir aller bosser. Eh bien, je considère par exemple que, que l'aide sociale, une partie de l'aide sociale en France, aurait beaucoup plus vocation à aller aider ces gens qui sont français à redevenir employables, peut-être à terme prendre des emplois qui ne sont aujourd'hui pas utilisés par des Français, à financer des gens qui sont en France en situation irrégulière. Ce chose dont vous parlez, et puis finalement, cette remise des compteurs à zéro tout dans bien des domaines, pour que ça puisse se mettre en œuvre, il faut quand même quelques ingrédients, du courage peut-être, des politiques qui sont responsables, qui considèrent que le devoir d'agir est tout à fait nécessaire. On en est quand même très loin, vous allez réagir là-dessus. Et nous, il suffit de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour constater que ça n'arrivera pas de sitôt, que les gens puissent s'entendre sur un vrai programme qui répondrait à quelques sujets fondamentaux à régler. Je sais que vous posez décidément de bonnes questions, mais je sais. Oui, mais c'est vrai, non, mais parce qu'en fait, la question fondamentale, vous avez évoqué le courage, c'est pour moi la vertu qui est la mère de toutes les vertus. Et ce que me disent encore les Français, et c'est de façon assez frappante. Alors là, il y a une
différences abyssales, c'est presque des univers différents avec ce que l'on peut lire entendre dans les grands médias nationaux, de droite ou de gauche. C'est que la représentativité politique nationale aujourd'hui est considérée comme un décalage total avec la réalité. Moi j'entends beaucoup la formule, que je synthétise, je vais la prendre dans mon livre, mais je l'ai déjà entendu au mot près, c'est ce ne sont pas ceux qui nous ont rendus malades qui vont nous guérir. Deuxième point qui va de réponse, c'est que nous sommes à un moment vraiment, on a déjà eu d'autres dans l'histoire de France, mais nous sommes sur 2-3 ans où on peut basculer dans des scénarios qui sont vraiment des scénarios compliqués, voire catastrophiques. Le peuple l'a compris, plus ou moins intuitivement, mais il l'a compris. Et nos politiques l'ont compris en privé, parce qu'en fait, ils sont affolés. Quel scénario? Les scénarios d'effondrement. C'est pour ça que je parle de la chute. D'accord, d'effondrement. D'effondrement, bien sûr. Et si vous voulez que je vous en donne un ou deux, je vais le faire, mais je voudrais d'abord vous répondre à la question politique qui pour moi est beaucoup plus importante. C'est que, quel que soit ce qui se passe, c'est que quand la France est au pied du mur, quand on est dans des phases essentielles de notre histoire, la fin du XVIIIe siècle, 1940, 1958 et 2026-27 est à mon avis à ce niveau de gravité, ce ne sont pas les gens en place qui règlent le problème. C'est un mélange de tout, c'est une énergie de sursaut, et cette énergie de sursaut, elle viendra, parce que je pense que c'est le sens de l'histoire à court terme, d'un regroupement qui se fera en transformant complètement les partis et qui impliquera des gens de la société civile, des élus locaux, je crois beaucoup dans les élus locaux, et évidemment une partie de politique actuelle, parce qu'il y a toujours des gens... C'est pas l'anachronisme, ça aurait pu. Non mais sérieusement, c'est aussi ce que quand même a défendu Emmanuel Macron en 2012, en 2017, pardon. Mais je voudrais penser à la question, c'est ce que vous posez là encore, c'est pas le même truc. Mais ça n'a pas marché. Voilà, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Là on est au bout de 8 ans sur 10, voilà. Oui, on a aussi bilan. Donc moi je pensais par exemple pour 2022, Emmanuel Macron après sa réélection, et quoi qu'il ait dit pendant la non-campagne, allait avoir un tournant très pragmatique sur ces questions. Emmanuel Macron est donc connu pour être quelqu'un de pragmatique. Et je sais qu'il n'a pas la sensibilité personnelle en amont sur des questions particulières, sur les questions régaliennes, mais d'abord pour la politique étrangère et la défense qu'il a développée, et ensuite il aurait pu, par l'exercice du pouvoir, après un quinquennat, la découvrir réellement. Ça n'a pas été le cas, je le regrette, on a perdu du temps. Pendant ce temps-là, il y a la grande criminalité organisée, l'islamisme, etc., progresse de façon extrêmement préoccupante. Et donc, d'où la situation actuelle, et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir, après je réponds, je vous disais, le scénario de chaos, que les gens en sortent hyper anxieux, mais se dépêchant d'aller acheter mon livre que j'ai dessiné. Une solution, évidemment. C'est bien amené. Non, mais parce que je regarde l'heure. Et donc, là, nous sommes vraiment dans une élection où je pense que la ligne de départ à l'automne peut être très différente de ce qu'elle est annoncée dans les états-majors. Restons quand même sur la politique, vous lirez le livre, vous découvrirez donc les scénarios, ce sera encore plus simple, et quand même, vous parlez de la représentation nationale, on oublie un peu de peut-être, mais les Français ont voté. Parce qu'en fait, cette Assemblée nationale et cette scène politique est très fracturée, aussi parce que les Français l'ont voulu. Vous citiez un parti politique tout à l'heure, la France Insoumise, elle fait des voix, elle gagne des villes, elle gagne des circonscriptions, et c'est le choix des Français qu'on ne peut pas remettre en question. Autour d'une ambition et autour d'un programme, il y a aussi probablement, et ça probablement Macron a voulu le faire en 2017, remettre les compteurs à zéro sur qu'est-ce qu'était la politique en réalité. Et personne n'est parvenu pendant ces 10 dernières années. Exact. De redonner du sens à la politique. Exact. Sauf qu'entre-temps, on a continué à tomber. Et donc, aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave qu'en 2016. Parce que là, on est en équivalence par rapport à 2027 à 2016. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, bien sûr, c'est vrai. Alors, vous dites quelque chose que beaucoup de gens, souvent, quand ils viennent me dire qu'est-ce qu'on peut faire, ne mesurent pas. C'est vrai, c'est qu'il y a des gens à Avignon, le fichier S est élu alors qu'on sait que le fichier S. Ah oui, pardon. Mais et démocratiquement, et au second tour avec 65% des voix, et si on aurait même pu avoir une candidature municipale. Les Français votent quand même. Donc, je ne me résigne évidemment pas, et je dis
que ce qu'il faut, c'est regarder en grande masse. C'est qu'au niveau national, des lignes qui sont les lignes dont je parle, dont je pense qu'elles sont ni de droite ni de gauche, elles sont culturellement un peu plus de droite que de gauche, mais ce sont des lignes qui seraient au plan national soutenues par les 2 tiers des Français. Donc si c'était porté par une équipe de gens dont les Français identifient une réelle capacité à le faire, je pense que ça pourrait avoir un résultat très important. Mais j'ajoute que il y a un sujet que j'ai esquissé tout à l'heure, mais dont on n'a pas le temps de parler, mais qui est aussi la question de la structure. Je pense que il faudra qu'un tel élan politique, que j'appelle le début évidemment, soit accompagné de réformes structurelles, et je pense qu'il faudra une réforme constitutionnelle. Vous deviez donner 2 réformes. Réforme constitutionnelle pour réduire le rôle du Conseil constitutionnel à ce qu'il était dans la Constitution de 1958. En fait, ce qu'il faut que les gens qui ne sont pas des juristes professionnels comprennent, c'est que les juges constitutionnels comme les autres, ils appliquent les règles, mais ils peuvent les interpréter. Et que depuis 1971, et plus encore depuis que Laurent Fabius a été président du Conseil constitutionnel, la manière d'interpréter les règles est devenue une manière très orientée politiquement, avec j'ai tout un chapitre très offensif sur le Conseil constitutionnel, avec beaucoup d'exemples dans mon livre, mais aujourd'hui, moi je parle de coup d'État du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont étymologiquement scandaleuses juridiquement. Et le pire, c'est que quand on les critique, on se fait traiter de factieux, etc. Mais vous savez, c'est l'inversion accusatoire d'Orwell. C'est qu'on voit quand même se développer beaucoup en France aujourd'hui. Ça nous ramène au courage.